Éric Andrieux présente le projet agricole et alimentaire de Benoît Hamon pour le Parti socialiste. Un événement du syndicat national de la presse agricole et rurale. Merci à vous pour l'invitation. Comme ça a été dit, moi je suis député européen, voilà, membre du groupe social-démocrate au Parlement européen, ça ne vous étonne pas, et j'assume la responsabilité de coordinateur pour le groupe social-démocrate au sein du Parlement européen, c'est-à-dire porte-parole finalement pour le sujet de l'agriculture. Voilà. Et pour l'occasion, donc, je viens ici présenter, c'est un honneur, le contenu du projet politique pour le secteur de l'économie de l'agriculture pour Benoît Hamon. Voilà, et donc c'est bien en son nom que je vais m'exprimer tout de suite. Rapidement, parce que le temps est compté, vous dire d'abord que son projet s'articule autour de deux points d'analyse. Donc, sur lequel bien sûr nous avons travaillé. Un premier point d'analyse d'ordre, je dirais, géopolitique, on va dire ça comme ça, à savoir que le secteur de l'économie de l'agriculture, parce que c'est pas un secteur de l'économie comme les autres, dans tous les cas c'est sa lecture et son analyse, parce qu'il traite de la santé humaine, et on va en rediscuter, parce qu'il traite de l'aspect nutritionnel, qui est important, parce qu'il traite, donc il agit du coup sur l'individu, et puis parce qu'il traite de son environnement, donc que ce soit un environnement de proximité, le sol, l'eau ou l'air. Benoît Hamon, dès le départ, considère que ce secteur-là, je le redis, n'est pas un secteur de l'économie comme les autres. De ce fait, son premier axe de réflexion, c'est à l'échelle internationale, c'est de revendiquer dans sa candidature de président donc, la sortie donc, de l'Organisation mondiale du commerce du secteur de l'économie de l'agriculture et de demander l'exception agriculturelle, c'est-à-dire au même titre que le secteur de la culture, donc c'est le premier acte qu'il pose, il part de cet aspect-là, donc cette position-là, donc demander l'exception agriculturelle. Mais pour dire bien sûr qu'il n'est absolument pas contre le commerce international, et on va l'évoquer, il propose de créer une organisation mondiale de l'agriculture pour traiter du phénomène spécifique ou du fait spécifique économique du secteur de l'économie agricole. Et il revendique également une présence bien plus forte de la France dans les organismes internationaux, que ce soit bien sûr donc, le G20, il faut qu'il porte une parole forte, donc c'est la parole du président, que ce soit donc la FAO bien entendu, ou le SGA, donc au niveau alimentaire à l'échelle internationale. Instances sur lesquelles nous avons été pas forcément très présents donc, dans les séquences antérieures. Et puis, on part de notre point d'analyse, qui est celui de constater finalement que l'agriculture au fil des ans, et surtout depuis la PAC, depuis 54 ans, s'est repliée un petit peu sur elle-même et pour arriver à un stade où finalement l'agriculture ne parle plus qu'aux agriculteurs. Et si l'agriculture n'est pas dans le débat politique ou sociétal, c'est un des éléments d'analyse qu'il pose et qui dit, je crois qu'il faut effectivement retrouver l'élément comment dire, de relégitimation de l'agriculture dans le fait sociétal. Et pour ce faire, il lie de façon extrême le fait agricole au fait alimentaire. Donc c'est à partir de ces deux items-là, on va dire ça comme ça, que sa logique donc, de programme est articulée. Et dès lors qu'il considère l'agriculture comme un élément moteur des projets politiques et sociétal, donc il va l'articuler autour de trois dimensions. Une dimension d'abord, comment dire, vous l'avez dans la note qu'on vous a distribuée, donc, nutritionnelle, alimentaire, respectueuse et garante de la santé humaine. La question de la santé humaine va être un élément moteur de la conduite de tout le processus de déroulé de son projet. Et en cela, il fait de l'enjeu nutritionnel une de ses grandes priorités dans le domaine agricole. Un élément matriciel de son projet, ou comment dire, de son approche, c'est l'élément environnemental. Et au-delà de la reconnaissance du travail qui a été fait par le ministre actuel, Stéphane Le Foll, qui a introduit le concept d'agroécologie dans les politiques agricoles, il souhaite bien sûr amplifier la transition agroécologique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques donc, qui sont devant nous. C'est un peu le second axe majeur sur lequel il articule son projet. Et bien sûr, pour ce faire, en ayant bien conscience de la question économique agricole, il pose un troisième grand enjeu majeur qui est celui, effectivement, de l'économie de l'agriculture liée au territoire, à l'emploi et aux revenus des agriculteurs. Ça, bien sûr, c'est l'axe structurant fort qui traite donc de la partie économique et agricole.
Sur, je vais les décliner bien sûr un par un, si je ne me perds pas donc voilà, dans mes pages. Voilà, sur la première partie, qui est celui de l'aspect nutritionnel et de la santé. Aujourd'hui, le constat est posé, et ce n'est pas d'y entrer par des phénomènes de peur, donc, qu'effectivement, toutes les enquêtes le révèlent, on a des soucis donc, de lien entre l'alimentaire, pas que, donc, et la santé humaine. Et les études qui sortent au fil du temps révèlent et convergent vers la même approche, ce qui pose bien la question du modèle agricole. Il y a un aspect majeur dans son déroulé, c'est d'associer en permanence le producteur au consommateur, ou l'amont à l'aval, et on va le retrouver dans tout le déroulé de son processus. Ça veut dire que l'aval doit être responsable également du process du projet agricole. Et quand il dit, par exemple, vous l'avez dans les documents, conscientiser l'enjeu alimentaire par un plan d'alimentation et de santé publique, c'est de ça dont il est question, c'est-à-dire qu'il veut vraiment faire un travail d'approche du consommateur pour sensibiliser le consommateur à l'acte alimentaire et à l'acte d'achat. Il va proposer de développer, bien sûr, l'information, l'éducation du consommateur. Vous avez un déroulé de mesures sur lequel je ne vais pas trop m'appesantir, on y viendra dans les questions. Il veut mener, bien sûr, un travail fort sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire et accompagner le recyclage des déchets organiques, en particulier avec l'application stricte de la loi Garot. Il veut bien sûr promouvoir les systèmes d'économie circulaire dans cette approche-là. Il veut bien sûr généraliser les plans territoriaux d'alimentation durable, c'est-à-dire associer les collectivités locales, et en particulier les régions, à cette question-là du fait alimentaire. Il veut constituer des sociétés coopératives d'intérêt collectif agroalimentaire, vous savez les fameuses SIC, ça ne vous a pas échappé, qui permettent en leur sein d'associer les forces publiques mais également les forces citoyennes pour qu'on soit sur la dimension je dirais, d'acteurs et de co-acteurs dans les politiques publiques qui nous sont proposées. Il veut, pour ce faire, alors là, voilà, excusez-moi, hop, faire de l'agriculture, c'est un gros thème agroécologique, l'agriculture de demain. D'abord accompagner les agriculteurs dans la transition vers l'agriculture biologique, en mettant, mais j'entendais que les précédents orateurs l'évoquaient à l'identique, des soutiens majorés à l'installation pour favoriser les projets d'agriculture biologique et agroécologique, renforcer les prérogatives de formation de l'agence bio, mais également des chambres d'agriculture, soutenir le développement des filières bio en proximité, renforcer les contrôles, bien sûr, à la production, créer un fonds de compensation pour les dédommagements pour les producteurs, accroître principalement la recherche agronomique sur les cultures économes en produits phytosanitaires, que ce soit l'approche des biocontrôles ou l'approche pour la viticulture des cépages résistants, c'est un domaine sur lequel nous progressons très vite en ce moment. Plus particulièrement pour faciliter l'accès au plus grand nombre à une alimentation de qualité, et notamment le bio, et ça fait partie de ces mesures fortes. Donc d'une part, une mesure qui est commune, j'ai lu les programmes de candidats, bien entendu, avec l'exigence dans les 5 ans de 50% de bio dans la restauration collective, mais au-delà, il veut d'une part instaurer une TVA à taux réduit sur les produits issus de l'agriculture biologique. Je vous dis, on est à 5,5. Pour permettre l'accès au plus grand nombre aux produits issus de l'agriculture biologique, il propose de passer la TVA à 1,2 sur les produits spécifiques issus de l'agriculture biologique. Mais au-delà de ça, parce qu'on a un souci majeur aussi d'accès aux produits et des différences sociales, c'est la création de ce qu'on appelait l'APA, c'est-à-dire non pas l'aide personnalisée aux personnes âgées, mais l'aide personnalisée à l'alimentation, sous la forme finalement de bons d'achat pour les populations à faible revenu. C'est-à-dire permettre l'accès au bio se ferait par 2 entrées, l'entrée d'un taux réduit de la TVA et l'entrée d'une aide personnalisée à l'alimentation telle que c'est proposé dans le programme qui vous est présenté. Il veut, contrairement à votre candidat, lui, sanctuariser le principe de précaution. Ça lui paraît essentiel. Interdire les produits potentiellement dangereux pour la santé et l'environnement. D'abord, bien sûr, interdire les cultures OGM et proscrire les OGM cachés. Supprimer, mais ça vous l'avez souvent entendu dans ses propos, les perturbateurs endocriniens. Mais au fur et à mesure que la recherche avance, et on va favoriser les produits phytosanitaires, et prohiber surtout la probabilité du vivant, parce que vous savez que c'est un domaine qui est sensible et sur lequel il faut que nous soyons vigilants. Il le pose comme un acte majeur et fort dans les propositions qui sont les siennes. Il veut renforcer la veille sanitaire pour l'homologation des pesticides et retirer du marché les produits phytosanitaires les plus dangereux, mais bien sûr
avancer sur la question des pesticides au fur et à mesure que la recherche donc, progresse. Là-dessus, contrairement à ce qui avait été donc, dit ou entendu, il n'est pas question pour lui d'approcher les pesticides avec une approche doctrinale. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des pesticides qu'on ne peut pas supprimer dans l'agriculture, et je fais état, on est en débat aujourd'hui sur le glyphosate, on est même en débat sur le glyphosate, vous avez vu les résultats, mais aujourd'hui on peut s'interroger sur les analyses et la recherche entre l'OMS, entre l'EFSA, entre les cas, donc au niveau européen, et je crois qu'il faut qu'on investisse là-dedans, ce sujet-là, pour avancer sur la question de la santé humaine, la santé des agriculteurs, mais on ne peut pas du jour au lendemain vraiment donc, comment dire, prendre des décisions doctrinales. Il y a la volonté de garantir une plus grande indépendance et une plus grande transparence dans l'évaluation et la gestion des risques, assurer l'indépendance alimentaire et une diversité agriculturelle donc, et intensifier la lutte contre les fraudes. Ça, c'est pour la partie, je dirais, comment dire, qui touche de la notion donc, alimentaire. Sur le volet 2, qui est le gros second enjeu, qui est celui lié à la transition agroécologique, pour répondre à la question des défis environnementaux et climatiques. Il pose la question du modèle dans ce qu'il annonce dans son programme et propose d'abord de préparer à la transition, donc bien sûr, à la fois en matière agricole et forestière, pour répondre aux questions climatiques. D'abord, je pense qu'il est important, il le dit dans son projet, de créer un observatoire de veille et de prospective sur le changement climatique qui soit actif, qui permette d'anticiper tous les mouvements et toutes les décisions. L'aide à la diversification, à la bioéconomie et aux écomatériaux et la chimie verte fait partie également de son programme. Il propose également de prendre en compte la question de la ressource. On est sur le sol, on est sur l'eau et on est sur l'air, donc avec des propositions qui sont dans le document qui vous a été donné. Il propose de promouvoir une agriculture qui contribue bien sûr aux objectifs de la COP21, de renforcer le programme 4 pour 1000 qu'a décidé donc, Stéphane Le Foll, promouvoir le développement des énergies renouvelables, privilégier les pratiques agricoles qui permettent de stocker davantage le carbone dans les sols et de limiter les émissions de protoxyde d'azote. Et là, on verra qu'au-delà de l'agriculture biologique, on est sur le fait de l'agriculture intégrée, l'agriculture de conservation, l'agroforesterie également faisant partie de ces orientations. Sur l'enjeu des sols, ici c'est un enjeu majeur. Il propose bien sûr de lutter contre l'appauvrissement des sols en France mais aussi en Europe. C'est une vraie question. Et de relancer au niveau européen la directive sur la protection des sols, qui n'est pas un sujet mineur et qui est devant nous pour les années à venir. Enfin, favoriser une agriculture durable qui préserve la biodiversité, donc les ressources naturelles et le respect du bien-être animal. Là encore, vous avez donc 4 mesures dans lesquelles il propose très simplement de diversifier les productions pour encourager les pratiques agronomiques limitant les intrants, dont on va dans le détail, vous l'avez dans le programme, donc, renforcer la liberté des choix des agriculteurs et bien sûr intervenir en matière d'abeilles et de pollinisateurs, qui est un enjeu majeur aussi pour les années à venir. Et le troisième enjeu, je dirais, qu'il décline dans son programme, qui est l'enjeu cœur sans lequel rien ne sera possible. On est bien sur l'enjeu nutritionnel et santé, enjeu environnemental qui donc, nous préoccupe, reste l'enjeu économique donc, du maintien des agriculteurs sur le territoire. Aujourd'hui, il y a des propositions dans son programme qui sont, je dirais, fondamentales. D'abord, il les aborde en 3 temps principaux. La question majeure de permettre à nos agriculteurs de vivre décemment de leur travail est au cœur d'ailleurs des sujets et préoccupe l'ensemble des 3 candidats, à part que les réponses que nous y amenons sont d'un ordre totalement différent. D'abord, il me paraît important, et je l'ai dit comme propos préalable, de refonder notre politique commerciale sur les principes de coopération et de progrès social et écologique. Quand on parle d'exception agriculturelle, ce n'est pas un petit sujet, c'est qu'il y a un constat politique, un engagement politique fort pour sortir, je le redis, l'agriculture des débats, donc des logiques économiques traditionnelles, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Lui refuse les accords de libre-échange bilatéraux tels qu'ils sont négociés actuellement. C'est sa position sur le CETA, c'est sa position sur le TTIP ou le TAFTA comme vous voulez, et c'est sa position sur le Mercosur. Tous les candidats ne posent pas la même lecture. Mais quand on parle avec une filière, en particulier la filière bovine, bovin-viande, donc vache à détente, sur ce pays, on sait très bien ce que le CETA veut dire en matière de déstabilisation de filière, qui s'adjoint à la question du Brexit, sur lequel nous allons certainement discuter, et qui pose un vrai problème, et sur lequel je trouve assez inconséquent
votre candidat à la présidentielle n'ait pas mené une réflexion plus approfondie sur la question de la remise en question des accords bilatéraux tels qu'ils nous sont présentés aujourd'hui. À minima, bien sûr, négocier, si ce n'était pas possible, à Bruxelles, l'exclusion des filières sensibles des négociations commerciales en cours. Il est bien entendu qu'aujourd'hui, la préoccupation de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'est pas un sujet mineur, mais qu'au moment où nous parlons, donc c'est difficile de l'anticiper, et que la volonté est forte, d'anticiper plus les conséquences du Brexit, ce sera un enjeu majeur. Mais là, par rapport à ça, et sur la PAC, qui a un impact directement lié, je pense qu'il faut bien mesurer une chose. Aujourd'hui, la politique agricole commune est arrivée à se créer des situations de rente agricole. Et pour ma part, et pour sa part aujourd'hui, parce qu'on en a beaucoup discuté, ce n'est pas une véritable politique publique. Et donc, il est de notre responsabilité, dès lors que l'agriculture reprend sa place dans l'approche sociétale telle qu'on l'a décrit là, de revendiquer des budgets d'une politique publique agricole beaucoup plus conséquents que ceux qui sont d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau de l'Union, on parle de 38% du budget de l'Union européenne qui est affecté à la politique agricole. Mais c'est 38% de 1% du PIB de chacun des États. Donc on regarde les continents voisins, les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Inde, on voit bien qu'en termes budgétaires, on est sans commune mesure. Et que là, il y a de véritables politiques publiques qui accompagnent le fait agricole. Mais parce que le fait agricole est un fait sociétal, ce que nous avons oublié depuis trop longtemps aujourd'hui. Et nous faisons partie de ceux qui pensent qu'à l'échelle de l'Union européenne, contrairement à ce que prétendent certains, dans la PAC de l'après 2020 ou 2022, tout va dépendre du Brexit, nous pouvons revendiquer une véritable politique publique européenne avec des moyens dédiés beaucoup plus conséquents que ceux qui sont aujourd'hui, dès lors que cette politique s'adressera certes aux agriculteurs, mais également à la société qui fait aujourd'hui l'Europe, c'est-à-dire les 500 millions d'Européens. C'est un élément moteur important dans le programme qu'ils défendent et que vous avez sous les yeux. Le second aspect, bien sûr, et tout le monde en parle, c'est la restauration des mécanismes de régulation de marché. La réforme de la PAC aujourd'hui pour lutter contre la volatilité des prix par l'introduction, là également, d'outils à l'échelle nationale et européenne. Je crois qu'en face, il y en a un vrai problème de régulation. C'est-à-dire, vous le verrez, l'intervenant suivant, qui est libéral, par essence, aujourd'hui convient que l'action de la régulation est au cœur des préoccupations qui sont les nôtres dans le secteur de l'agriculture. Et qu'aujourd'hui, s'il y a bien un secteur de l'économie qui appelle à la régulation, c'est bien le secteur de l'économie agricole. Mais que pour réguler, il faut qu'on emploie plusieurs outils et sortir d'approches dogmatiques. Donc la question de mettre en œuvre des outils de gestion de crise aujourd'hui, qui est au cœur du sujet de réflexion, doit s'appréhender non pas avec une approche dogmatique, mais avec une vision pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a des situations de crise totalement différentes, et qu'en fonction des situations de crise, nous devons adapter les outils qui vont pouvoir répondre aux situations de crise. Et que le tout assurantiel ne peut pas répondre aux questions de crise telles qu'elles sont posées aujourd'hui. Et que le tout contracyclique ne peut pas répondre non plus à toutes les situations. Par contre, la mixité des outils, en fonction des situations que nous rencontrons, peut amener des réponses d'ordre beaucoup plus concrètes et positives pour maintenir le revenu finalement des agriculteurs, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc là-dessus, les choses sont assez claires pour nous. Je pense qu'on ne peut pas rester que sur l'assurantiel, on ne peut pas rester que sur de l'épargne de précaution, parce que pour épargner, il faut dégager des revenus, et que dès lors qu'on dit que les agriculteurs vont épargner les années de bonnes récoltes, et ensuite ils pourront, en fonction des années, c'est l'argent qui sera mis de côté, je caricature, pour être utilisé les moments difficiles, je pense que ce n'est pas suffisant. On épargne quand on a les moyens d'épargner, mais quand on est à 650 € par mois, ou à 350 € par mois pour certains des agriculteurs dans ce pays, c'est difficile d'imaginer l'épargne. Donc il faut qu'on aille sur des outils mixtes, à la fois assurantiels pour certains secteurs et des outils contracycliques pour d'autres, ce qui nous paraît un élément majeur dans les propositions qui sont faites. Bien sûr, la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire, je vais bientôt m'arrêter dans une minute, est essentielle, ça a été dit par tous, mais je pense qu'il faut l'appréhender avec beaucoup plus de précision. C'est qu'il faut inciter au regroupement des agriculteurs, bien sûr au sein d'organisations de producteurs et d'interprofessions, qu'il faut redonner leur place aux agriculteurs dans les processus de décision, dans les groupes coopératifs et favoriser l'agriculture de groupe, bien entendu, qu'il faut favoriser les politiques contractuelles équilibrées qui rassemblent l'ensemble des acteurs de la filière, dont les coopératives, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, créer un observatoire européen des flux, des prix et des marges, qui assurera le suivi et la transparence et la gestion des marchés agricoles. Enfin,
Un élément majeur qui apparaît dans son programme, c'est celui du choix du modèle de l'agriculture. Je crois qu'il faut, ça a été dit, développer l'agriculture familiale. Vous savez, j'ai commis un rapport cette année sur la PAC et l'emploi, et on voit bien ce que la PAC en 54 ans a commis. C'est-à-dire qu'en 54 ans, ça a toujours représenté le budget majeur du budget européen, la politique agricole, et donc ça n'a jamais traité de l'emploi et du territoire. Il n'y a jamais eu d'évaluation là-dessus. C'est qu'on a un objectif qui est celui de l'emploi, on a les moyens qui sont le principal budget, et le lien entre l'objectif politique et les moyens dédiés n'ont jamais été évalués. Donc cette question-là de l'emploi et du territoire sera au cœur du projet, c'est-à-dire la question des agricultures qui répondent aux items de qualité alimentaire, aux items environnementaux, c'est-à-dire l'eau, le sol, la reconquête, l'air et l'emploi et l'équilibre territorial. Ce sont de fait ce qu'on appelle l'agriculture familiale qui dégage le plus finalement de solutions qui répondent au mieux à ces questionnements-là. Et c'est cette agriculture-là qu'il faudra de façon différenciée, plus accompagnée que les autres. Et enfin, dire que Benoît Hamon s'engage sur la mise en place d'un Grenelle de l'agriculture et de l'alimentation dès l'automne de cette année-ci, 2017, avec ces questionnements-là qui sont posés, mis en débat, mais également la question de la gouvernance en matière agricole. Je pense qu'il est de notre responsabilité de poser aussi les questions de la gouvernance, qui va du ministère, jusqu'effectivement au plus près du territoire et à la plus petite coopérative. Et je crois que dès lors qu'on rentre dans le sujet de l'agriculture et que l'on voit l'écheveau finalement des intervenants dans le fait agricole, on ne peut pas ne pas s'interroger sur l'amélioration de la gouvernance dans l'agriculture. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.